Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie du chapitre 5 sur l'interprétation microscopique des réactions. Et bien cette fois-ci, on avait vu nous le mécanisme réactionnel et les flèches courbes. On va s'intéresser justement comment se fait-il que deux entités peuvent réagir. On a vu il faut qu'il y en ait une qui vienne percuter l'autre. Et donc comment est-ce qu'elle fait pour venir percuter? C'est parce qu'elle a tout simplement une vitesse. Vous devez vous souvenir que dans un liquide ou dans un gaz, les molécules sont agitées en permanence. Ce mouvement d'agitation, il a un nom, c'est ce qu'on appelle le mouvement brownien. Alors vous allez pouvoir noter ici, donc les entités d'un système sont en mouvement incessant, aléatoire, désordonné, appelé mouvement brownien. Ça vient d'où? Ça vient d'un botaniste qui s'appelait Monsieur Brown, et lui donc c'est au milieu du 19e siècle, il a fait une observation un peu particulière, il a mis des petits grains de pollen dans de l'eau et il s'est aperçu que les grains de pollen avaient un mouvement complètement désordonné et aléatoire. Alors regardez bien cette animation qui se trouve sur le site de l'université du Mans. Vous avez ici des particules, par exemple on va dire de l'eau, et puis un grain de pollen, on va dire voilà. Et donc on va faire un départ. Et donc ce qui se passe, c'est que justement, comme vous avez ici des chocs de molécules, votre petit grain de pollen va pouvoir se déplacer comme celui-ci un peu dans toutes les directions. Alors on peut mettre la trajectoire. Si je reviens ici au départ, vous voyez votre trajectoire ici. Elle est complètement aléatoire. Donc ça a été observé justement par monsieur Brand, c'était aussi observé par d'autres personnes avant, mais qui pensaient que c'était dû au vivant. Et en fait, on peut reproduire l'expérience avec des matières complètement inertes, non vivantes, et l'expérience fera exactement la même chose. Donc ce mouvement brownien, c'est celui qui va expliquer justement qu'une molécule va pouvoir venir percuter une autre à un moment donné. Et donc, on va continuer le cours. Ici, on vous dit donc, elles peuvent entrer en collision entre elles. Dans la théorie des collisions, ces chocs peuvent être à l'origine, des réactions chimiques. En effet, pour que deux espèces réagissent, il faut qu'elles soient en contact. C'est pour ça que vous n'aurez pas de réaction chimique entre deux solides, puisqu'il n'y a pas donc cette possibilité d'être mis en contact directement et dans la bonne direction pour deux solides. Vous mettez une brique avec un parpaing, ils vont pas réagir ensemble l'un avec l'autre. Il vous faut soit une phase gazeuse, soit une phase liquide pour qu'il y ait réaction chimique. Alors, c'est pas la seule condition. Il faut pas juste qu'elles puissent se rencontrer. Déjà, premièrement, il faut qu'elles aient une énergie cinétique suffisante, parce qu'il va falloir donc soit briser des liaisons, soit en créer. Donc, il va falloir rentrer donc avec une énergie suffisante pour pouvoir le faire. Donc ça, ça va dépendre tout simplement de la température, puisque plus vous allez avoir une température importante et plus vous allez avoir une énergie cinétique importante. C'est pas la seule condition pour avoir ce qu'on appelle un choc efficace. Alors, un choc efficace, c'est quoi? C'est celui qui va permettre de créer ou de briser une liaison. Donc ces chocs doivent être efficaces, c'est-à-dire permettre la formation à l'échelle macroscopique des produits à partir des réactifs. Alors il faut déjà avoir la bonne énergie, mais aussi il faut avoir la bonne orientation. Regardez bien ce schéma que je vous ai fait ici. Si vos deux molécules vont se percuter alors qu'elles ont cette forme-là, l'une ne va pas pouvoir rentrer dans l'autre, et dans ce cas-là, ça ne va pas pouvoir se former. Il faut qu'il y ait la bonne orientation. Si je vous représente ma vidéo que je vous ai déjà montré plusieurs fois, regardez bien, en fait, il faut que... Alors, c'est où? Il faut que ici, cette molécule-là, elle vienne bien percuter à cet endroit-là. Imaginons qu'elle vienne percuter par ici, ça fonctionnera probablement pas. Ou même de l'autre côté, carrément, ça ne fonctionnera pas. Donc non seulement il vous faut la bonne valeur d'énergie, mais en plus, il vous faut la bonne orientation. Si vous avez ça, vous allez avoir ce qu'on appelle un choc efficace, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire une transformation chimique. Donc il y a marqué ici donc au moment du choc, les entités doivent posséder donc une énergie suffisante et la bonne orientation pour rompre des liaisons existantes et ou alors en former des nouvelles. Et là, on comprend tout de suite quel est l'intérêt, comment on peut interpréter les facteurs cinétiques. Parce que évidemment, la température va rendre compte de la vitesse d'agitation des molécules. Et donc, plus la température est élevée, et plus déjà d'une, vous allez avoir une intensité forte pour pouvoir rompre les énergies, et en plus, comme on va aller plus vite, vous allez avoir un nombre de chocs efficaces plus important. Donc ce facteur cinétique, de température, il peut s'expliquer avec ce modèle justement des chocs efficaces. Donc on va noter cette phrase ici, donc plus la température d'un système chimique est élevée, plus l'agitation thermique des entités est importante. Cela conduit à un double effet. Plus la fréquence des chocs
est importante, ainsi que intensité sont importants. D'accord? Donc l'agitation thermique, c'est pour ça qu'on chauffe quand on fait des transformations chimiques, parce que d'une, eh bien, les molécules vont avoir une énergie cinétique plus importante, et deuxièmement, on va augmenter la fréquence des chocs. Donc de toute façon, pour faire une transformation chimique, eh bien, on chauffera toujours. Alors même si elle est assez rapide à faire à température ambiante, eh bien, le fait de le faire quoi qu'il arrive plus rapidement, ce sera forcément la plupart du temps un gain de temps et donc forcément un gain d'argent. Et donc plus les chocs efficaces sont, le nombre de chocs est important. Même chose pour la concentration. La concentration, plus vous allez avoir d'entités et plus vous allez avoir une fréquence de choc importante et plus votre vitesse de réaction se fera rapidement. Alors là par contre ça ne change pas leur intensité, l'énergie cinétique ne va pas changer. Par contre, leur nombre de chocs efficaces va être forcément plus grand. Alors ça, c'est pour expliquer les deux facteurs cinétiques que vous devez connaître. Par contre, le catalyseur n'est pas un facteur cinétique. En fait, le catalyseur, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va carrément modifier le mécanisme réactionnel. Donc l'ajout d'un catalyseur, lui, va modifier le mécanisme réactionnel. Et ce qu'il va faire, en fait, c'est que les étapes ou les actes élémentaires que vous allez avoir, certains sont lents. Et donc, il va le changer en des actes qui vont être plus rapides. Donc on va pouvoir noter donc en remplaçant donc une suite d'actes lents, ensuite d'actes plus rapides. Et le catalyseur, il fait ça. En fait, ça va complètement changer le mécanisme réactionnel. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'un catalyseur est un facteur cinétique, parce que les facteurs cinétiques sont expliqués par l'augmentation des chocs efficaces. Voilà, c'est terminé pour cette courte vidéo. Je vous dis à bientôt et au revoir.